Bonsoir à toutes et à tous. Merci aussi beaucoup, évidemment, et surtout à Claudine Noguera qui est avec nous ce soir de l'Institut des nanosciences de Paris. Elle est directrice de recherche et elle vient nous éclairer sur un sujet qui est probablement à décliner de mille façons, j'allais dire de mille facettes, sur les oxydes. Alors un grand merci aussi bien sûr aux petites bêtes et aux végétaux qui ont fabriqué l'oxygène, cet oxygène qui nous permet de respirer mais qui nous fait rouiller aussi. Ça, faut quand même pas l'oublier, il y a toujours tout et son contraire. Je voudrais vraiment qu'on accueille Claudine Noguera chaleureusement et puis après je lui laisse la parole pour qu'elle nous parle de toutes ces merveilles qui sont sous nos yeux, mais nos yeux ne voient que ce qu'ils peuvent. Merci. Merci beaucoup pour cette gentille introduction. Merci à Science Action de m'avoir invité, de me donner l'occasion de venir à Rouen et de vous rencontrer dans cette salle prestigieuse et magnifique. Vous avez de la chance d'avoir une si belle salle ici. Et puis merci beaucoup à vous, parce que je pense que d'une certaine manière, mon titre pouvait paraître mystérieux et peut-être même un peu rédhibitoire à certains, et soulever des questions du genre qu'est-ce qu'on va faire, de la plongée sous-marine? Non. Le nanomonde, ce sera de la science-fiction. Les oxydes, aïe, 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 là, ça va être de la chimie. Ah, ça risque d'être difficile, voire de l'alchimie. Alors, en fait, vous allez voir que pas du tout. Pas du tout. Si j'ai choisi de vous parler des oxydes, c'est parce que les oxydes, il y en a partout autour de nous. Comme il a été dit dans l'introduction, on a de l'oxygène dans notre atmosphère et donc, en gros, tout ce qui est autour de nous est oxydé. Tout ce qui est à la surface de la Terre est oxydé. Grâce à l'oxygène, alors, bien sûr, il y a les roches de la croûte terrestre. D'accord ? Les roches de la croûte terrestre contiennent du silicium, de l'aluminium, un peu moins de magnésium, mais un peu quand même. Silicium, aluminium, vous savez que le nom de la partie supérieure du manteau de la Terre s'appelle le ciel. Et pourquoi ciel? C'est parce que silice et aluminium, ça fait ciel. Donc quand on oxyde ces éléments-là, eh bien, ça crée des roches, dont, parmi lesquelles le sable, le granit, le quartz, l'argile, les argiles, on va en reparler tout à l'heure. Alors, il n'y a pas que l'oxygène, il y a de l'eau aussi dans notre atmosphère, de l'eau qu'on a sous forme de pluie, qui existe dans les nuages, mais aussi dans les océans, dans les lacs, les rivières, les glaciers, les calottes glaciaires. Et l'eau également, comme l'oxygène, peut oxyder ou peut hydrater les roches ou tout ce qui nous entoure. Et puis, il y a du gaz carbonique. Alors ça, c'est même un problème, on en a un peu trop. Mais en tout cas, il a aidé à former tout ce qui est carbonate et qu'on retrouve dans le calcaire, la craie ou les coquilles des mollusques. Alors aujourd'hui, évidemment, on verra l'eau, mais c'est surtout les oxydes créés avec de l'oxygène et puis les carbonates qui sont des oxydes au sens large du terme dont je vais vous parler. Alors, les oxydes, dans le fond, vous en avez partout autour de vous, je disais, et même dans votre vie quotidienne. Alors, dans votre vie quotidienne, regardez, cette épave, elle est toute rouillée, elle n'est pas belle. Elle a été abîmée par l'oxygène et par l'eau, elle a été corrodée. La rouille, c'est un oxyde, c'est un mélange d'oxyde de fer et d'oxyde hydraté de fer. Ça, c'est le phénomène de corrosion. On le voit au quotidien. Au quotidien, évidemment pas en hiver, mais on se met des crèmes solaires. Et en tout cas, tous les jours, on utilise du dentifrice. Et dans le dentifrice et dans les crèmes solaires, il y a des petites particules d'oxyde de titane et d'oxyde de zinc, en particulier dans le dentifrice pour qu'il soit plus blanc. Okay. Vous avez tous des appareils photo, des ordinateurs, des téléphones portables, tous ces appareils qui sont pleins de transistors. Et dans la grille des transistors, il y a un oxyde très important qui est l'oxyde de silicium. Okay.
Aujourd'hui, l'électronique est à base de silicium. Demain, l'électronique sera toute oxyde. Il n'y aura que des oxydes. Okay. Les pigments sont composés, parmi les pigments, on trouve des oxydes de fer, on trouve des oxydes de chrome, on trouve d'autres sortes d'oxydes. Et évidemment, ils sont utilisés pour la peinture et d'autres applications encore. Et si on va vraiment plus loin, et c'est peut-être pas dans la vie de tous les jours de rencontrer des pierres précieuses, les pierres précieuses, il y en a 4 sortes. 4. Rubis, saphir, émeraude et diamant. Oui. Alors, je ne l'ai pas écrit, le diamant. Ce n'est pas un oxyde. Mais regardez les formules chimiques des autres. Oxyde d'aluminium avec d'autres ions, bien sûr, qui donnent les couleurs. Et puis des oxydes beaucoup plus complexes pour émeraude et béryl. Donc, c'est juste un coup d'œil sur le panorama pour essayer de vous convaincre que les oxydes, c'est tout un monde à eux tout seuls. Et je vais focaliser mon exposé sur les problèmes de taille. J'y reviendrai, mais pour bien marquer le décor, je vous propose cet escalier dans lequel on descend les échelles de taille d'un facteur 1000 à chaque marche. Et donc, il faut 5 marches pour passer du kilomètre jusqu'au nanomètre. Le kilomètre, c'est l'échelle des paysages. 1000 fois plus petit, on trouve le mètre, qui est l'échelle humaine, notre échelle, l'échelle de nos enfants. Encore 1000 fois plus petit, à la marge d'en dessous, on trouve le millimètre, avec, par exemple, la longueur d'un nanotube. Et là, ça commence à devenir un tout petit peu difficile à voir avec nos yeux. Mais descendons encore une marche, on arrivera au micron. Et le micron, typiquement, c'est la taille d'une bactérie. Alors, comment s'imaginer un nanomètre qui est encore 1000 fois plus petit? Un nanomètre, c'est une représentation fictive, bien sûr. Imaginez 4 atomes de silicium mis bout à bout et vous aurez un nanomètre. Donc ça, c'est pour vous replacer les échelles dont je vais parler, qui sont les échelles comprises entre le micron et le nanomètre, ici, qui sont les échelles des micro- et nanoparticules qui vont être l'objet aujourd'hui de ma conférence. Et je disais, le millimètre, ça commence à être un tout petit peu difficile à voir. Après, il faut des outils, nos yeux ne suffisent plus. Donc, au niveau du micron, eh bien, nous avons la microscopie optique. Par exemple, on peut voir au microscope optique une puce d'eau, un cheveu, etc. Mais la résolution, c'est-à-dire la finesse des détails qu'on est capable de distinguer, est déterminée par la longueur d'onde de la lumière. Alors la lumière blanche, la lumière du soleil, visible pour nos yeux, a des longueurs d'onde comprises entre 0,4 et 0,8 microns. C'est juste submicrométrique. Et ça vous dit qu'avec le microscope optique, il va être difficile de distinguer des détails plus fins que 0,4 ou 0,8 microns. Donc, si on veut aller plus bas et voir des objets de taille nanométrique, il va falloir un autre type de microscope qui va être le microscope électronique. Alors, le microscope électronique, c'est ça. En réalité, ça ressemble à ça, c'est-à-dire qu'il y a une colonne, mais au lieu que se propage la lumière dans la colonne, ça va être un faisceau électronique, un faisceau d'électrons qui va se propager ici et qui va être focalisé par des lentilles. Alors des lentilles qui ne sont pas les mêmes que les lentilles optiques, mais le principe de formation des images est la même. Et simplement, on est capable de régler la longueur d'onde des électrons. La mécanique quantique dit que les électrons sont à la fois des particules et des ondes, et on peut régler la longueur d'onde des électrons par leur énergie. Il suffit d'envoyer des électrons suffisamment énergétiques pour que leur longueur d'onde soit suffisamment petite et que ça nous permette de distinguer, par exemple, ici, ces feuillets d'argile, on en reverra une image tout à l'heure,
L'échelle horizontale, c'est le micron, donc on s'aperçoit bien que l'extension latérale des feuillets, c'est de l'ordre du micron. Par contre, vous voyez que l'épaisseur est plusieurs ordres de grandeur plus faible, et donc on voit ici l'épaisseur de l'ordre de quelques nanomètres, disons. Alors voilà, donc j'ai montré que les oxydes sont partout, on a parlé des tailles, on a parlé des outils. Ça reste encore très vaste, et je ne pourrai pas vous parler de tout, bien sûr. Donc j'ai choisi un éclairage bien particulier, qui est de parler de ces micro- et nanoparticules du milieu naturel, c'est-à-dire pas celles qu'on fabrique en laboratoire ou dans l'industrie, mais celles que la nature nous fournit. Et le second éclairage que j'ai choisi, c'est de vous montrer en quoi la taille de ces particules, les tailles micrométriques ou nanométriques, influent sur les propriétés, et en particulier les propriétés optiques. Ça nous permettra d'aller parler des pigments, de nacre, de perles et de pâles. On fera une courte incursion chez les bactéries, et on parlera des propriétés magnétiques de particules synthétisées par les bactéries. Et puis, on abordera les nombreuses propriétés des argiles, et j'y reviendrai par la suite. Donc, je vais commencer. Alors, je suis physicienne, vous le sentez à ma présentation, mais je voudrais vous expliquer pourquoi on obtient un certain nombre de propriétés simplement parce qu'elles sont déterminées par la taille, et on ne les aurait pas sur des matériaux de plus grande taille. Donc, commençons par les pigments. Alors, les pigments, vous avez une image ici de tout un tas de pigments de couleurs tout à fait différentes, et on va en parler, donc, et définir d'abord ce qu'est un pigment. Donc, c'est un pigment, c'est une substance qui est capable d'absorber des longueurs d'onde de la lumière. Donc, par exemple, j'ai représenté ici de la lumière comme de la lumière blanche décomposée en couleurs, donc rouge, jaune, vert, bleu et violet. Et puis un pigment rouge, ici, qui en fait absorbe toutes les longueurs d'onde qui ne sont pas le rouge et qui est capable de réfléchir le rouge. Donc, quand on le regarde, on ne voit plus que le rouge. Donc, c'est un pigment rouge. Voilà. La lumière réfléchie ou transmise ne contient plus que le rouge. Alors, bien sûr, la couleur va dépendre de la source lumineuse. Si vous mettez un pigment rouge en lumière ultraviolette, vous n'allez pas le voir rouge. Alors, les pigments, bon, il y en a de toutes sortes. Il y a des pigments organiques, des pigments inorganiques. Parmi les inorganiques, il y a le noir de carbone. Bon, ce n'est pas un oxyde. Mais par contre, il y a beaucoup d'oxydes ou de composés oxydés. Et ils sont utilisés pour la peinture, les plastiques, les cosmétiques, malheureusement l'industrie alimentaire aussi. On vous colore le saumon, on vous colore le jambon, etc. Donc ils sont utilisés généralement sous forme de particules très très fines, de diamètre submicrométrique. Alors ils peuvent être naturels ou artificiels. En fait, au fil du temps, il y a certains pigments qui sont révélés très difficiles à obtenir. Par exemple, les pigments bleus outre-mer. Le bleu outre-mer, on a su, jusqu'à la révolution industrielle, en fait, on a su le fabriquer qu'en écrasant du lapis-lazuli, qui est un oxyde d'aluminium-silicium, pour obtenir le bleu outre-mer. Alors malheureusement, le lapis-lazuli, c'est une pierre fine et qui coûte cher et qu'on ne trouve pas souvent. Le lieu principal de production du lapis-lazuli, c'est en Afghanistan. Et donc jusqu'à la révolution industrielle, le bleu outre-mer
n'était fait qu'à partir d'un minéral naturel. Voilà. Alors, en fait, la première réaction qu'on a, c'est de dire ah ben oui, bon, on va prendre un oxyde de fer, ce sera toujours orange. On va prendre un oxyde de cuivre, ce sera toujours vert. On va prendre un oxyde de cobalt, ce sera toujours bleu. Voilà. Ben, c'est complètement faux. Alors c'est complètement faux, c'est-à-dire que le métal qui sert à composer l'oxyde ne suffit pas à définir la couleur. Regardez ici, donc on a 8 pigments à base de chrome, leurs noms sont marqués en dessous. Donc il y a des oxydes, des carbonates, des oxydes plus complexes, un chlorure, un chromate. Bon, voilà. Donc c'est assez varié. Et vous voyez que les couleurs peuvent aller du jaune au vert, au rouge, au violet. Donc tout ça, c'est du chrome, c'est le chrome qui donne la couleur, mais cette couleur est différente. Alors pourquoi là, pour comprendre, on est obligé d'aller plus en détail dans le processus d'interaction de la lumière avec le pigment. Et on a parlé d'absorption de la lumière. C'est un processus dans lequel un photon, donc qui constitue la lumière, un photon est absorbé et donne de l'énergie à un électron. Or, la mécanique quantique nous dit que les états électroniques ne peuvent pas avoir n'importe quelle énergie. En fait, ils dépendent énormément de l'état d'oxydation de l'atome et de son environnement. Et donc, pour passer d'un état électronique à un autre, il y a une différence en énergie bien déterminée et l'électron ne peut absorber qu'un photon qui a une énergie, une longueur d'onde bien déterminée. Et ça explique pourquoi un même atome avec des états d'oxydation différents et mis dans des environnements différents va absorber des longueurs d'onde différentes et donc apparaîtra avec des couleurs différentes. Alors les pigments, bien sûr, on en trouve beaucoup, des pigments naturels dans la nature. On a la chance en France d'avoir des mines d'ocre, par exemple, en Provence, à Roussillon. Regardez cette colline d'ocre, complète d'ocre. Il y a des mines aussi à côté. Un peu plus loin vers l'est, il y a le Colorado de Provence, qui est absolument magnifique, avec des collines de couleur ocre ou blanche ou jaune. Et cet ocre et ce jaune viennent d'oxyde de fer, oxyde ou oxyde hydraté de fer. Mais les oxydes de fer ne sont pas les seuls pigments qu'on trouve dans la nature. Ils sont très répandus, mais néanmoins il y en a d'autres. Alors je suis allée chercher un exemple un peu lointain, mais en Islande, dans cette région qu'on appelle le Landmannalaugar, les phénomènes de volcanisme et d'érosion ont sculpté des paysages qui sont absolument magnifiques et dans lesquels les roches ont été transformées en argile et pigmentées. Et regardez, on peut trouver du jaune, bien sûr, du blanc, du bleu, toutes sortes de jaunes, du rouge, là c'est des sels de mercure, et ceci au milieu de champs de lave, de coulées de lave. Donc j'en profite au passage pour faire de la publicité pour ce lieu qui est absolument mythique. Il est super. Mais c'est un exemple de pigment naturel qu'on trouve dans le monde. Et ces pigments, en particulier l'oxyde de fer, mais aussi le noir de carbone, ont été beaucoup utilisés dans la décoration des grottes. Bon, ici, vous voyez Lascaux, Altamira, c'est pareil. Mais il n'y a pas qu'en Europe, donc les grottes ont été décorées. Et en Afrique, il y a un certain nombre d'exemples. En Amérique du Sud aussi, j'aime beaucoup cette image de la grotte des mains qui est représentée ici et ici aussi. Donc les pigments ont servi à la décoration, à l'art pariétal et aussi à
pour la décoration des corps humains aussi. Donc, nous avons vu un processus optique qui donne leur couleur aux pigments. Et on va passer à un autre exemple qui concerne la nacre et les perles. Et vous savez que la nacre a des magnifiques couleurs nacrées, bien sûr, totalement différentes des couleurs qu'on rencontre par le biais des pigments. Et la raison en est que le phénomène à la base de la couleur nacrée est complètement différent de l'absorption optique. Alors la nacre a été utilisée en marqueterie beaucoup pour la décoration des boutons. Elle est fabriquée par les gastéropodes à l'intérieur de leur coquille. C'est voilà, une image ici, et une coupe d'un corps d'huître montrant le manteau ici, et à l'extérieur ici, donc c'est la coquille, et c'est le manteau qui sécrète du carbonate de calcium pour aller former la coquille. Alors comment fait-il? En fait, il fabrique des petits compartiments dans lesquels les ions calcium qui sont dans l'eau de mer vont venir s'accumuler. Il y aura également des ions carbonates qui sont aussi dans l'eau de mer, qui vont venir s'accumuler. Et quand il y en aura une densité suffisante, ça va précipiter et il va se former du carbonate de calcium. Donc, quand on regarde une coupe de la coquille grossie au microscope électronique, on s'aperçoit que cette coquille est formée de deux morceaux, en quelque sorte, de deux couches. La couche externe, c'est la coquille proprement dite, et elle est formée de calcite. La calcite, c'est du carbonate de calcium, ici. Et la couche inférieure, donc qui est en contact avec le corps de l'animal, c'est celle-ci, c'est celle qui est agrandie encore plus dans l'image à droite. Et on dirait qu'elle est faite, on dirait un mur de briques. Et en fait, ces briques sont des cristaux d'aragonite. L'aragonite, c'est aussi du carbonate de calcium, mais avec une structure un peu différente de la calcite. Et ces briques sont tenues entre elles, assemblées par un biomatériau sécrété par l'huître, qu'on appelle la conchyoline. Donc voilà comment se forme la nacre. Et elle se forme donc à l'intérieur des coquilles, mais elle se forme également autour des perles. En fait, c'est la nacre qui va former les perles, toujours dans les huîtres, principalement dans les huîtres. Je crois qu'on en trouve aussi un peu dans les moules. On n'entend pas bien? Je demandais. Pardon. Est-ce que vous entendez bien? D'accord, d'accord. Donc les perles sont formées de nacre en réalité, mais elles viennent en fait d'un traumatisme que l'huître a reçu, soit un petit grain de sable qui est rentré et qui abîme le manteau, soit des cellules du manteau qui sont malades et qui se détachent. Et l'huître, dans ce cas-là, essaye de former à nouveau un petit sac autour de ce qui est abîmé et commence à sécréter de la calcite. Donc ça croît un peu, c'est de la calcite. Et puis, au-delà d'une certaine épaisseur, ce sont des couches d'aragonite qui vont se mettre. Et plus ces couches sont fines et plus elles sont nombreuses, et plus la perle va avoir de prix. Okay. Alors, en général, c'est un phénomène naturel. Ça crée des perles qui ont une grande valeur. Il existe des fermes dans lesquelles on va insérer un nucléus dans le corps de l'huître pour qu'elle sécrète de l'aragonite et du carbonate de calcium, et donc qu'elle fasse une fine couche de nacre autour. Alors bien sûr, ces perles ont moins de valeur que les perles qui ont
qui se sont formés depuis zéro, je dirais, directement dans l'huître. Mais bon, voilà, ça permet d'avoir des perles qui sont belles aussi. Et on pense toujours que les perles sont très sphériques. Bon, c'est loin d'être vrai. Vous voyez ici des exemples de perles de formes assez diverses qui viennent en fait du type de traumatisme qui les a créées. Alors, bon, quel est le phénomène qui fait qu'on voit ces jolies couleurs nacrées? Bien, il faut penser que ces couleurs de nacre viennent de l'interaction de la lumière avec des fines couches. On a vu la nacre est faite de fines couches, les perles aussi. Et il faut, donc, pour obtenir ces couleurs, il faut une structure en couches dans laquelle l'épaisseur de la couche soit de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de la lumière. Alors, je vais essayer rapidement de vous donner un petit sentiment de ce phénomène. En fait, imaginons un rayon lumineux qui arrive avec une certaine longueur d'onde sur la couche. Il y en a une partie qui va se faire réfléchir, qui va repartir avec un angle égal à l'angle d'arrivée. Et puis, il y en a une autre partie du rayon qui va traverser la couche et se faire réfléchir sur la surface inférieure, remonter et ressortir. Et en fait, l'impression que l'œil va avoir va venir de ce qu'on appelle la différence de marche entre les deux rayons. Et pour vous donner un petit sentiment de ce que ça peut être, il faut imaginer que chaque rayon a une petite horloge. Alors, si au moment où ce rayon sort et réfléchit, donc sort de la couche, la petite horloge est sur midi, mettons, okay, il est clair que le rayon ici, lui, va être en retard parce qu'il a traversé, évidemment, une partie il fait un chemin plus long. On dit qu'il y a un chemin optique. Et au moment où on va regarder la somme, l'œil va voir ces deux rayons, en fait, la petite horloge du deuxième rayon va pouvoir être un peu n'importe comment par rapport au premier. Alors, si par hasard c'est sur midi, eh bien, on dira que les deux rayons sont en phase. Et puis, si c'est sur 6 heures, ils seront en opposition de phase. Et la théorie des interférences dit que si c'est en phase, les rayons vont agir, il y aura une augmentation d'intensité, donc l'œil va voir ce rayon bleu. Si c'est en opposition de phase, alors il y aura extinction, on ne verra pas. Et la condition un peu plus scientifique est écrite ici, et on voit que ça dépend ici de l'angle et de la longueur d'onde de la lumière. D'accord ? Donc, si ici, ces deux rayons sont en phase, donc si on voit la lumière bleue, eh bien, un rayon rouge qui tomberait avec la même incidence ne se verra pas aussi bien parce que sa longueur d'onde n'est pas la même. Donc, pour un rayon rouge, il faudra qu'il tombe avec une incidence différente pour qu'on le voie. Ce qui explique que, en regardant la couche selon la direction qui est là, on va voir la couche bleue, et si on la regarde ici, on va la voir rouge. Donc, c'est ça le phénomène d'iridescence, okay, qui dit que la couleur change selon l'angle de vue. Et ça, c'est complètement différent du processus de coloration des pigments, parce qu'un pigment, vous pourrez toujours le regarder sous tous les angles. S'il est rouge, il restera rouge. Hein ? Donc, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, c'est un phénomène d'iridescence. Et ce phénomène, il est finalement assez général. On le rencontre assez souvent, donc dans la nacre, hein, c'est bien sûr, mais aussi sur les ailes de papillons, sur les coquilles des insectes. Alors, je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont entendu mon collègue Serge Berthier il y a un certain temps, qui est venu vous parler des papillons morphos, je pense, okay, et vous a montré ces images
de microscopie électronique qui permettent de comprendre pourquoi les ailes de papillon sont bleues si on les regarde sous un certain angle, puis vertes sous un autre angle et un peu plus rouges. En fait, ça vient de la structure en tuiles, en quelque sorte, des ailes de papillon. Ces tuiles ont à peu près toute la même taille, elles sont organisées de manière très très régulière. Quand on les regarde à un grossissement plus grand, on voit qu'elles sont faites, il y a des stries ici à l'intérieur de chaque écaille. Grossi un peu plus, ça donne ça. Vous voyez, les stries sont relativement régulières et même s'organisent en transverse, un peu comme un arbre de Noël. Et c'est toutes ces structures fines sur lesquelles se réfléchit la lumière qui finit par donner les couleurs d'iridescence du papillon. Alors les insectes, donc les papillons, présentent des couleurs comme ça, mais il n'y a pas que ça. Vos enfants ou vous-même avez joué avec des bulles de savon. Les bulles de savon montrent un phénomène d'iridescence. Pourquoi ? Parce que les molécules de savon réussissent à emprisonner de fines couches d'eau, et si la couche d'eau est d'épaisseur de l'ordre de grandeur des longueurs d'onde de la lumière, eh bien, il va y avoir ce phénomène d'iridescence que je viens de décrire. Et on le voit même des fois sur les nuages. Donc c'est un phénomène très général et qui provient d'un phénomène physique qui est différent de celui qui donne la couleur au pigment. Et maintenant, on va aller un cran plus loin, c'est-à-dire parler d'iridescence, mais d'iridescence dans un milieu encore un peu plus complexe que la nacre, qui sont les opales. Alors, comme vous voyez, j'ai essayé de choisir des exemples qui permettent en même temps de voir des belles images. Les opales, voilà, ce sont des pierres fines qui ont des couleurs très très variées, qui changent suivant l'orientation avec laquelle on les regarde et qui sont distribuées un peu de manière très diverse dans les pierres ici. Alors ces opales, quand on les regarde, on essaye de comprendre comment elles sont formées. Elles contiennent en fait de l'oxyde de silicium et puis de l'eau. Donc c'est de la silice hydratée, c'est un oxyde, et avec un certain pourcentage d'eau, et elles sont renommées en joaillerie évidemment. Alors on parle de feux d'opales quand les couleurs sont bien marquées, et alors on aura des opales nobles. Et puis pour les opales plus communes, les couleurs sont plus discrètes et on parle dans ce cas-là d'opalescence. C'est intéressant de voir d'où viennent ces effets colorés. Et en fait, on a vraiment compris ces effets colorés qu'au-delà des années 1960. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas les outils adéquats. Et les outils adéquats, ce sont les microscopes électroniques. Et les microscopes électroniques ont permis de voir la structure atomique intime des opales et de comprendre donc qu'à partir d'un gel de silice, alors ici c'est une représentation très schématique d'un gel de silice, donc les atomes bleus seraient du silicium et les rouges des atomes d'oxygène, et puis il y a de l'eau tout autour. Et au cours de la déshydratation, et puis il faut chauffer, puis il faut des conditions quand même très particulières, on peut obtenir diverses choses. Alors, le cas le plus courant, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est-à-dire le système se déshydrate, il y a des espèces de filaments, il y a bien quelques sphérules par-ci, par-là, mais c'est très désorganisé, et c'est ça qui va donner les opalescences. Donc les opales communes. Alors, un petit peu mieux, c'est le cas où les sphérules sont mieux formées, mais elles sont dispersées un peu n'importe comment, puis elles n'ont pas toutes la même taille. Ça encore, ça donne des opales communes. C'est un peu plus coloré que les précédentes. Je crois qu'on appelle ça les opales Potch, mais ce sont les cas les plus courants. Et puis, il y a les cas rares où
où on voit un réseau tout à fait ordonné de petites sphères qui ont presque toutes la même taille, et ça fait les tailles, c'est de l'ordre de 100 nanomètres. Donc voilà, ça crée les opales nobles. Ce sont celles qui ont les plus belles couleurs. Et un cas encore plus rare, bon, c'est quand il y a deux sortes de tailles de sphères et que les réseaux restent très ordonnés aussi. Mais ça, c'est extrêmement rare. Alors, je parlais de sphérules. Les sphérules, elles sont constituées de SiO2. Donc, SiO2 peut en fait cristalliser peut devenir solide sous trois formes: la cristobalique, la tridymite, ou elle peut rester en silice amorphe. Et je crois que ça donne le nom des opales. Il y aura les opales C, les opales T et les opales A, hein, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Alors, c'est le phénomène. En fait, les belles couleurs viennent du fait que les sphères ont toutes la même taille et sont bien ordonnées, et les couleurs viennent d'une généralisation de ce que je vous ai expliqué pour l'iridescence, mais dans un milieu périodique. Et un milieu périodique comme ça, que j'ai représenté à une dimension, mais qui, dans le cas des opales, est tridimensionnel, bien sûr, c'est ce qu'on appelle un cristal photonique. Outre le fait que les couleurs qui se propagent vont dépendre de la direction donc, dans laquelle on va regarder, en fait, il y a aussi des longueurs d'onde qui disparaissent complètement. Alors, les cristaux photoniques sont aussi des objets qui intéressent beaucoup le physicien pour d'autres raisons aussi. Et les propriétés donc, dépendent de la périodicité, de la différence d'indice optique entre les sphérules et le milieu sous-jacent, du volume relatif des milieux et de la forme de ce qui diffuse ici. Et ça donne des choses extrêmement variées comme cela. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut des conditions quand même très, très spéciales pour former ça. On en trouve principalement en Éthiopie et en Australie. Alors en Australie, on a une idée un peu du mécanisme de formation. Il faut remonter à une centaine de millions d'années, où le centre de l'Australie, qui est actuellement un grand désert, était occupé par une mer, et du sable très fin pouvait se déposer sur les rives de cette mer. Et puis au fil du temps, la mer a progressivement disparu. Et puis au milieu du tertiaire, vers 30 millions d'années approximativement, une érosion très violente s'est produite, et ça a dissous de la silice. Et la silice a pénétré dans le sol, s'est enfouie, et sous l'action de l'enfouissement, c'est-à-dire de la pression et de la température, elle a recristallisé sous forme d'opale. Donc, vous voyez que c'est un processus qui ne se produit pas ni partout, ni rapidement. Et d'ailleurs, en termes de rapidité, juste pour avoir un ordre de grandeur, pour qu'une opale, je ne sais pas, ces opales, elles font, je ne sais pas, 5 cm, 4-5 cm. Hein. Pour qu'une opale croisse d'1 centimètre, il faut 5 millions d'années. Voilà. Alors, bien sûr, comme elles sont rares, comme elles sont chères, eh bien, on essaye d'en fabriquer des artificiels. Alors, il y a des recettes pour ça. J'ai un collègue qui a réussi à synthétiser des opales. Bon, il m'a donné la recette, mais ça ne suffit pas. Hein. C'est plus compliqué que ça. Mais bon, voilà, on peut réussir à faire des opales de synthèse. On peut aussi faire des fausses opales, parce qu'à partir du moment où on a compris que les couleurs de l'opale viennent de la structure en sphères organisées de manière périodique, on peut essayer de faire ça, et si on le fait avec des sphères de polystyrène, par exemple, hein, voilà l'image, là c'est le micron, hein, c'est la taille des sphérules ici, et bien voilà ce qu'on peut obtenir. Bon,
C'est des fausses opales, bien sûr. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'ai terminé sur cette partie qui se voulait vous raconter les différentes propriétés optiques des pigments de la nacre, des perles et des opales. Et vous avez compris au fil de mon discours en quoi la taille micrométrique ou nanométrique des particules était importante pour générer les couleurs et donc les propriétés optiques ici. Alors, juste pour la curiosité, parce que je ne suis vraiment pas spécialiste de bactéries, j'en sais assez peu là-dessus, mais je trouve que c'est très étonnant. Il a été découvert que certaines bactéries sont capables de synthétiser des petites particules d'oxyde de fer dans leur corps. Alors, je voudrais très rapidement vous raconter cette histoire avant de passer aux propriétés des argiles. Alors, il existe des bactéries, bon, une bactérie ici, voilà, typiquement l'ordre de grandeur du micron. Entre parenthèses, il y en a beaucoup, des milliards de bactéries de par le monde et même dans notre propre corps. Mais celles dont je parle ne vivent pas dans notre corps et elles ont besoin d'un milieu pauvre en oxygène. Alors, c'est pas de chance pour elles parce qu'à la surface de la Terre, il y a de l'oxygène. Donc, il faut absolument qu'elles évitent les milieux proches du contact avec l'atmosphère. Et pour ça, il faut qu'elles réussissent à s'enfouir dans les sédiments pour trouver un milieu un peu plus anaérobie où elles vont pouvoir vivre. Alors, comment font-elles ? Elles ne doivent pas avoir la possibilité de forer le sol n'importe comment. Et donc, elles ont trouvé comme moyen de survie d'utiliser le champ magnétique terrestre. Alors, utiliser le champ magnétique terrestre, ça veut dire quoi ? Le champ magnétique terrestre, par exemple dans l'hémisphère nord, il est un peu dirigé vers le pôle nord, mais un peu sous l'horizontale. Donc, si la bactérie veut utiliser le champ magnétique terrestre, il faut qu'elle soit capable de suivre les lignes de champ. Okay ? Et pour suivre les lignes de champ, pour suivre les lignes d'un champ magnétique, il faut soi-même porter un moment magnétique qui va être, ou un petit aimant si vous voulez, qui va s'orienter le long des lignes de champ. Et bien, c'est ce qu'elles font. Elles synthétisent des cristaux de magnétite de Fe3O4, éventuellement un sulfure de fer, mais je ne vais pas en parler. Donc, c'est un autre oxyde que celui qui donne la couleur l'ocre. Donc ça, c'est l'oxyde Fe3O4. Donc, elles synthétisent des cristaux magnétiques et eh bien, il se passe le phénomène classique qu'un aimant subit un couple de la part du champ magnétique qui tend à l'orienter le long du champ magnétique. C'est comme l'aiguille d'une boussole. Donc, si la bactérie réussit à synthétiser ces particules de magnétite avec un grand moment magnétique qui va s'orienter, elles auront une force qui va leur permettre de suivre les lignes de champ. Alors, ce n'est pas si évident que ça à faire, et donc elles créent des petits sacs avec une membrane, et puis elles puisent dans l'environnement du fer, et puis de l'oxygène, il y en a, de l'eau, il y en a, donc elles vont créer les particules ici, mais elles ne vont pas les faire croître ni trop petites, ni trop grandes. Alors pourquoi ça ? Pardon. Si la cristallite est trop petite, on sent bien que son moment magnétique va être petit, et donc la force que subira la bactérie va être petite. Mais pire que ça, le moment magnétique va pouvoir être désorienté par la température, par les effets de température, les fluctuations thermiques. Donc il faut quand même que ces particules aient une certaine taille, typiquement 30 à 140 nanomètres. Et il ne faut pas non plus qu'elles soient trop grandes, parce que si elles sont trop grandes, eh bien, au-delà d'une certaine taille, ça forme ce qu'on appelle des domaines magnétiques, c'est-à-dire que les moments magnétiques élémentaires qui sont portés par les atomes de fer, il y en a
certains qui vont s'orienter dans un sens, d'autres dans un autre, voilà, hein, ça boucle comme ça, c'est ce qu'on appelle des domaines magnétiques, mais vous voyez que les moments magnétiques résultants, ils s'annulent 2 à 2, hein. Donc l'effet s'annulerait. Donc il y a une taille optimale, et c'est cette taille optimale qu'on observe ici, et qui plus est, elles arrivent à faire des chapelets de particules avec des moments magnétiques orientés tous parallèles les uns aux autres pour amplifier l'effet d'orientation par le champ magnétique terrestre. Donc je trouve que c'est absolument extraordinaire comme processus naturel de survie pour ces bactéries et qui utilisent donc le champ magnétique terrestre et les propriétés magnétiques d'un oxyde de fer. Et j'en arrive à la dernière partie de mon exposé sur les minéraux argileux. Et là, on va voir qu'il ne s'agira plus de propriétés optiques, de propriétés magnétiques. On va parler de malléabilité, d'imperméabilité, de réactivité. Alors, quand je parle d'argile, j'aime bien commencer par un petit jeu innocent, trouver le point commun. Alors, si je vous montre une tablette gravée de cunéiforme, trouvée en Mésopotamie, un centre de stockage de déchets radioactifs, ça c'est en France, hein. La pyramide du Soleil au Pérou, le mausolée de l'empereur Qin en Chine, et puis on peut rajouter un pansement gastrique. Alors quel est le point commun? Évidemment, vous le savez, c'est les argiles, puisque j'ai dit que c'était de ça dont j'allais parler. Mais l'intérêt de cet éventail-là, c'est qu'on a parcouru la Mésopotamie, la France, le Pérou, la Chine. Donc on a l'impression qu'il doit y en avoir un peu partout dans le monde. On a parlé de statuaires, on a parlé d'objets de culture, on a parlé de stockage de déchets radioactifs, on parle de médecine ici, et vous voyez que ça touche à tous ces domaines-là aussi. Donc, c'est ça, je pense, qui fait l'intérêt des argiles, de ces argiles qui, en général, sont très mal connues. Si je vous demande c'est quoi l'argile, d'accord? C'est quoi l'argile? Bon, eh ben, j'étais comme vous, hein. Donc soyons à l'aise, j'étais comme vous. Et en fait, bon voilà, on va essayer de comprendre un peu. Donc les argiles, d'abord, ça fait partie des roches sédimentaires, de ces roches qui se forment à la surface de la Terre. Et comme vous avez pu le constater par la diapo précédente, on en trouve à peu près partout, hein. Alors, elles sont composées de fines particules, en fait, qui viennent de la désintégration mécanique, en quelque sorte, ou chimique, de roches préexistantes. Ça, c'est une photo prise en Argentine. On voit bien qu'il y a eu beaucoup d'érosion, et les roches qui restent laissent supposer qu'il y a eu beaucoup de matériaux qui a disparu sous l'action de la pluie, du gel, du vent, donc emmenés par le vent. Les gros morceaux, ils restent à terre, mais les tout petits morceaux, ils sont emportés. Et ils sont emportés d'autant plus loin qu'ils vont être petits. Donc ils vont être transportés par les vents, par l'eau, les rivières, et puis ils vont finir par se déposer, et ils vont se déposer dans les parties plates des rivières, donc les lacs, les deltas des rivières, des fleuves, et puis le fond des océans aussi beaucoup. Et donc on a l'impression que comment dire, l'action physique suffit, mais en réalité les argiles, les vraies argiles, je dirais, sont formées plutôt par altération chimique.
Et le petit schéma qui est ici essaye de vous faire sentir comment des eaux de pluie ou des eaux souterraines qui s'immiscent à travers les porosités de roches vont dissoudre petit à petit ces roches et entraîner des éléments qui étaient dans ces roches, éléments qui sont, les roches, puisqu'elles sont dans le manteau supérieur de la Terre, elles contiennent du silicium, du fer, de l'aluminium, mais aussi un certain nombre d'autres ions. Et les ions les moins solubles, on va les retrouver sous forme de sable et d'argile. Et puis les ions les plus solubles, on ne s'en occupe plus, ils sont emmenés par les fluides, par l'eau, par la pluie. Donc la désintégration chimique des roches donne du sable et de l'argile. Et on le voit bien quand on regarde une coupe de terrain. Alors je ne sais pas si vous distinguez, parce que la partie basse de l'image, normalement on voit une roche ici, donc c'est la roche-mère en quelque sorte. Puis à mesure qu'on s'élève dans la coupe, en fait la roche est de plus en plus émiettée. Dans la partie supérieure, il n'y a plus qu'un mélange de sable et d'argile, et ce mélange est colonisé par les végétaux, et donc par de la matière organique. Et ça, c'est ça un sol. Un sol, c'est un mélange de sable, d'argile et de matière organique. Et selon le poids relatif du sable et de l'argile, s'il y a trop de sable, ça fait un sol pauvre, sec. S'il y a trop d'argile, ça fait un sol lourd. Ça ne va pas être très bon non plus pour les cultures. Et puis entre les deux, ce sera l'optimal et ça permettra les cultures. Donc voilà le résultat de l'altération des roches qui donne in fine des sols dans lesquels on trouve de l'argile. Alors il y a des endroits où on trouve des argiles de manière plus concentrée. Ici, il y a une mine d'argile, d'une argile très particulière parce qu'elle est blanche. C'est peut-être la seule argile que vous connaissiez réellement, qui est du kaolin. En fait, dont le nom scientifique, c'est la kaolinite. Okay. Et ça nous fait comprendre pourquoi on a appelé ces roches des argiles, parce que ça vient de l'adjectif grec argilos, qui veut dire blanc. Et en fait, c'était associé au kaolin ici. Kaolin qui est utilisé dans la pâte à papier, pour blanchir toutes sortes de choses. Alors, encore un peu plus en détail, on a vu la formation, mais maintenant la structure. Ces minéraux sont formés de micro-nanoparticules. Pardon, j'ai été trop vite. Sont des minéraux en feuillet. En fait, on les appelle des phyllosilicates. C'est un peu un mot difficile. Phylos, c'est les feuillets. Et silicate, c'est parce que ça contient du silicium en particulier. Et en fait, c'est un peu comme un Lego. On peut imaginer un assemblage de briques tétraédriques et de briques octaédriques. Donc, les briques tétraédriques seraient constituées d'un atome de silicium entouré de 4 atomes d'oxygène. Et les briques octaédriques, c'est par exemple un aluminium avec 4 atomes d'oxygène. Non, j'arrive pas à lire. 4 atomes d'oxygène et 2 atomes d'OH. Et comment assembler ces entités qui se ressemblent quand même pas tellement? Ben, la meilleure solution, c'est de les mettre en couches successives. Et on peut jouer en mettant une couche d'octaèdre, une couche de tétraèdre. Puis ensuite, on recommencera une couche d'octaèdre, une couche de tétraèdre. D'accord ? Ça, c'est typiquement la structure qu'on retrouve dans la kaolinite, qui est ici représentée en image de microscopie électronique. On peut jouer et faire un peu différemment, c'est-à-dire faire en sorte que les octaèdres soient entourés de part et d'autre de tétraèdres. Donc ça va faire des couches qu'on appelle TOT, tétraèdre, octaèdre, tétraèdre. Et puis on peut reproduire ça, mais l'épaisseur du feuillet, l'épaisseur élémentaire, c'est 1 nanomètre ici.
Et ça forme les smectites et les ilites dont vous allez m'entendre parler par la suite. Puis on peut aller encore plus loin, alors on met tétraèdre, octaèdre, etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, quelle que soit leur structure, toutes ces particules ont une extension latérale micrométrique et une épaisseur qui, elle, est nanométrique. Et toutes leurs propriétés vont venir de ces propriétés de taille qu'elles ont, parce que, eh bien, ces particules vont pouvoir glisser les unes sur les autres, en fonction des pressions ou des forces qu'on va appliquer. Elles vont pouvoir s'agréger ou se désagréger en fonction des conditions extérieures, par exemple la température, l'humidité, à nouveau la force qu'on applique. Et ça va leur donner des tas de propriétés. Le fait qu'elles glissent les unes sur les autres, ça va leur donner des propriétés de malléabilité. Le fait qu'elles soient petites et qu'elles laissent des espaces entre elles, il y a beaucoup de surfaces spécifiques. Donc ça leur donne des propriétés, c'est comme des nanoréacteurs en quelque sorte. Donc ça va être très réactif et il va pouvoir y avoir des échanges d'ions avec les fluides qui circuleraient autour. Et puis on verra aussi qu'elles peuvent gonfler dans certains cas. Elles ont un comportement particulier vis-à-vis de l'eau. La malléabilité, c'est quand même ce que vous connaissez. Parce que qui n'a pas fait de la pâte à modeler dans son enfance? Alors maintenant, les pâtes à modeler sont synthétiques, mais la terre glaise, c'est quand même une bonne pâte à modeler. On l'a tous manipulée. Et en fait, ça a été extrêmement utilisé parce que justement, comme ce matériau, on le trouve partout, qu'on le trouve dans la terre, donc on n'a pas à acheter le matériau. Donc on peut le façonner, il est malléable, donc on peut le façonner en briques comme ça, le laisser durcir au soleil, le laisser sécher et construire des maisons. Construire des maisons, c'est ce qu'on appelle les constructions en adobe et ça vient d'un mot égyptien. Il faut penser que la moitié de la population terrestre habite dans des maisons faites comme ça, en terre crue. Donc c'est un matériau extrêmement important, économique, ubiquiste, avec lequel on peut faire donc des maisons, mais on peut aussi faire des choses beaucoup plus élaborées, comme ces pyramides du Soleil et de la Lune. Je ne sais pas, j'ai lu quelque part, 50 millions de briques crues ont servi à les construire. Il y a toute une cité qui s'appelle Shanshan, qui est construite en terre crue aussi. En Afrique, il y a des mosquées, par exemple au Burkina Faso, faites en terre crue. Bon, il y en a beaucoup d'exemples, c'est juste au passage comme ça. Donc déjà, l'argile dans la terre, telle que, peut être utilisée comme matériau de construction, mais matériau de construction pour la vie quotidienne ou pour des réalisations à but religieux. Ensuite, on peut les faire cuire quand même. Alors, faire cuire de l'argile, ça donne des briques et des tuiles. Okay. Donc les briques et les tuiles, on a tous ça autour de nous. Ça existe depuis très longtemps. Les tuiles rondes en Chine, la date de moins 2700 ans. Quand on les a fait cuire, on peut aussi les émailler. Et ça fait ces beaux toits des hospices de Beaune, par exemple. Et puis, on peut les faire cuire, mais la nature sait également cuire l'argile. Et l'argile cuite, l'argile qui s'est enfoncée dans le sol et qui a été compressée, chauffée, parce que la température augmente avec l'enfouissement, ça crée de l'ardoise. Et si à un moment donné, dans les cycles géologiques, l'ardoise remonte, réaffleure à la surface de la Terre, on va pouvoir la récupérer et l'utiliser pour la couverture des maisons et faire des toits en ardoise. Donc ça, ce sont des applications utilitaires, je dirais, de la terre cuite.
Mais il y a aussi d'autres applications pour la statuaire, par exemple. Alors, je remontre à nouveau le mausolée de l'empereur Qin, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. 8000 soldats et chevaux ont été découverts dans cette sépulture. Les soldats ont tous la taille humaine, 1,70 m. Ils sont tous différents. Ils ont tous été faits en argile, cuite. Peut-être vous avez vu, il y en a quelques-uns qui sont venus à Paris il y a quelques années. Il y a eu une exposition à Paris où on a pu en voir quelques-uns ici. Et puis, voilà, donc ça c'est pour la statuaire, pour la poterie. Et puis, on peut rappeler aussi que l'argile, c'est le matériau avec lequel il est dit qu'ont été formés l'homme et la femme. Alors, d'autres applications encore, c'est en fait on retrouve l'argile comme support de l'écriture. Bien sûr, les premiers écrits, les premières gravures, ça a été sur pierre. Mais la pierre, c'est pas pratique, ça se transporte pas. Difficile de dupliquer des documents s'ils sont sur la pierre. On pourrait très bien écrire sur du papyrus ou des roseaux, ça a été fait. Il y a des papyrus qui sont venus jusqu'à nous, mais là aussi, c'est quand même beaucoup plus fragile. Donc finalement, les tablettes d'argile, c'est une espèce d'intermédiaire entre les pierres et les papyrus, et ça a permis que des écrits très anciens soient retrouvés. Elles ont été retrouvées sur des tablettes d'argile. Alors, j'en ai montré une tout à l'heure, trouvée en Mésopotamie. Ici, en voici d'autres exemples. En fait, dans l'Antiquité, on a beaucoup d'exemples de tablettes d'argile. Il y a eu des bibliothèques complètes qui ont été créées, en particulier à Ninive. 25 000 tablettes d'argile ont été assemblées. C'est le plus grand rassemblement de textes cunéiformes qui existe. Et ces bibliothèques, alors il y a même, pour la petite histoire, un dictionnaire des synonymes. Enfin, voilà, on peut faire beaucoup de choses. Alors, on peut se demander pourquoi la Mésopotamie, entre parenthèses. Alors, la Mésopotamie, comme vous le savez, c'est le delta du Tigre et de l'Euphrate, deux grands fleuves, et qui ont un grand delta. Okay, et ce grand delta, c'est le lieu privilégié pour que les argiles qui ont été formées plus en amont se déposent, parce que les fleuves ralentissent à ces endroits-là, et c'est une zone du monde où il y a beaucoup d'argile. Il y a aussi, entre parenthèses, beaucoup de roseaux, et les roseaux, ils ont servi à faire des stylets dont la forme a déterminé la forme en clou de l'écriture cunéiforme. On revient à la structure. Moi, ma première question, quand j'ai commencé à travailler sur les argiles, c'était: c'est quoi la formule chimique d'un argile ? Alors, la formule chimique d'un argile, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle contient ? Si on pose la question pour du quartz, la réponse est simple, hein, c'est du SiO2. Donc, à chaque atome de silicium, il y a 2 atomes d'oxygène. Là, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué, parce que j'ai commencé à vous dire il y a du SiO4, il y a du AlOH2 fois O4. Ah oui, mais ça ne suffit pas, parce que en fait, le silicium, ben, il y a beaucoup de tétraèdres où il n'y a pas que du silicium. Hein. Le silicium peut être remplacé par exemple, de l'aluminium, du fer ou autre chose. Et dans les octaèdres, ben, l'aluminium lui-même peut être remplacé par autre chose. Alors, remplacer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lors de l'interaction avec de l'eau, avec la pluie ou avec les eaux souterraines, les argiles peuvent échanger des ions. Et puis, ici, vous voyez, enfin, vous voyez ou vous ne voyez pas, je ne sais pas, les charges ici de ces ions-là ne sont pas égales aux charges du silicium. Et les charges de ces ions-là ne sont pas égales aux charges de l'aluminium. Ce qui fait que dans la substitution, il n'y a pas conservation de la charge. Alors, il faut compenser.
Et pour compenser, eh ben, il y a des ions qui viennent se mettre entre les feuillets. Alors, si la charge est très très grande, il va y avoir des interactions électrostatiques fortes et finalement, l'espace entre les feuillets ne va pas être très très accessible. Ça va former une ylite. D'accord ? Mais si la charge est plus faible, alors l'espace ici va pouvoir s'ouvrir et on parlera de smectite. C'est ça la différence entre les deux familles, ylite et smectite. Mais en tout état de cause, il est impossible de donner une formule chimique définitive pour une argile parce que sa composition peut varier au fil du temps. Et donc, on dit que ce sont des minéraux à composition variable. On dit même, c'est moins joli comme expression, que ce sont des matériaux poubelles, c'est-à-dire qu'ils sont capables de récupérer tout. Alors, ça complique les choses, évidemment, quand on veut essayer de comprendre leur composition. On verra plus tard que ça peut servir aussi. Donc, en particulier les smectites, sont capables de piéger des ions alors dans le squelette, dans l'espace interfoliaire, des molécules, de l'eau, des corps gras, par exemple, hein, dans le cas des smectites. Et puis, on voit bien qu'à cause de la structure en feuillet, ils ont une très grande surface spécifique. Alors ça leur donne des propriétés très intéressantes qui ont été utilisées au fil du temps. Et en particulier, le piégeage de molécules ou d'atomes donne des propriétés absorbantes. Et vous connaissez des smectites parce qu'on peut en trouver chez le droguiste ou au supermarché sous le nom de terre de sommière. Terre de sommière, par exemple. La terre de sommière, c'est une smectite, une montmorillonite même, qui a un fort pouvoir absorbant. Et c'est l'origine d'ailleurs du mot smectite, parce que smectein en grec, ça veut dire dégraisser, nettoyer. Donc c'est connu depuis l'Antiquité que ces argiles peuvent servir à dégraisser. Ça peut servir aussi en pharmacopée. Quand on raconte que quand Cortés arriva sur le site de ce qui s'appelle maintenant Mexico, en fait, il a trouvé des apothicaires qui vendaient de l'argile pour soigner les maux d'estomac et comme médicament antidysentrique. Alors, on ne fait pas de publicité, j'ai caché le nom ici, d'accord ? Vous savez comment ça s'appelle ? Smecta. Vous comprenez maintenant pourquoi ? D'accord ? Ce sont des smectites. Et ces smectites, alors leur action il y a une partie de l'action qui vient de ce qu'elles sont capables d'aller tapisser les parois de l'estomac et donc isoler ces parois de ce qui peut les agresser, qui est contenu dans l'estomac. Bon, il y a d'autres actions un peu plus compliquées. Donc ces propriétés ici, utilisées pour le nettoyage, en pharmacopée, est utilisée aussi en cosmétologie. Alors, on a des masques d'argile, on a du shampoing qui s'appelle du gassoul, qui est une argile utilisée telle que. Les masques permettent la réhydratation de la peau, en fait. Alors, c'est pareil, ce sont des smectites qui peuvent se déshydrater et échanger de l'eau avec la peau. Donc, en se déshydratant, en fait, il y a un petit phénomène local d'échauffement. Ça permet de dilater les pores de la peau et que l'eau vienne rentrer dans la peau. Ça permet aussi que l'argile absorbe les ions calcium qui viennent de l'eau quand l'eau est trop dure. Après, on a la peau qui tire à cause de la dureté de l'eau, donc des ions calcium qui sont contenus dans l'eau. Et donc l'argile est capable de récupérer ces ions calcium et de les échanger pour, par exemple, des ions sodium. Et ça, c'est toutes ces propriétés en cosmétologie, antibactéricide. Ça a été utilisé, par exemple, pour
pour le traitement des momies, pour les produits de beauté des Égyptiennes à l'époque antique, dans l'Antiquité. Et ces smectites, toujours les smectites, qui ont la possibilité que l'espace entre les feuillets s'ouvre et qui est par exemple des corps gras ou autres qui viennent là, elle permet aussi qu'il y ait de l'eau qui vienne. Hein. Et ces smectites sont capables de gonfler si l'humidité ou si le milieu alentour contient de l'eau. Et elles peuvent gonfler, mais elles peuvent aussi se rétracter, ça va dépendre des variations d'humidité. Un sol qui a gonflé en période humide peut se rétracter en période sèche, et ça donne des fentes de retrait un peu comme ça, ce qui crée des soucis parce que s'il y a des constructions par-dessus, ça peut déstabiliser des constructions. Par ailleurs, vous comprenez bien que jamais on fera de la poterie avec ce type d'argile-là. Donc, la poterie, c'est avec des ilites, ce n'est pas avec des smectites, parce que les ilites ne gonflent pas. Mais les argiles, donc elles peuvent contenir de l'eau, mais elles ne vont pas se laisser traverser par l'eau. Et ça finalement, c'est l'effet tapisserie, en quelque sorte, des feuillets qui se chevauchent les uns les autres et qui tapissent le sol. Et ça permet donc de constituer des barrières à la fuite de l'eau, en quelque sorte. Donc ça permet que notre planète ait des zones humides et puis qui s'y développent des écosystèmes avec une grande biodiversité. L'interaction avec l'eau est tout à fait étonnante parce que l'argile peut exister sous une forme dense, mais elle peut aussi se désintégrer un peu sous forme de gel s'il y a plus d'eau. Et puis s'il y a encore plus d'eau, ça peut faire des suspensions colloïdales. Et les suspensions colloïdales d'argile, ça porte un nom qui n'est pas très sympathique en général à tout le monde, c'est la boue. Non ? La boue. La boue est, malgré tout, pour les physiciens, est très intéressante parce que si on regarde sa structure à différentes échelles, on s'aperçoit qu'il y a des structures intimes de types différents selon l'échelle à laquelle on regarde. Donc c'est une structure multi-échelle, c'est un peu comme l'aile de papillon, mais dans un domaine un peu différent. Et ça a des applications, et ça donne des propriétés à la boue très étonnantes, parce que si vous prenez de la boue, bon, vous avez l'impression, sauf s'il y a trop d'eau, mais vous avez l'impression que c'est à peu près solide, mais si vous la mettez en mouvement, elle va fluer, elle va glisser, et elle va s'écouler un peu comme un fluide. Et ça a des conséquences, donc c'est ce qu'on appelle les propriétés rhéologiques de la boue. Ça a des conséquences positives et négatives. Alors, négative, c'est qu'il existe dans la nature des volcans de boue. Hein, et si un jour ça s'ouvre, et la boue peut inonder complètement et provoquer des catastrophes naturelles. En sens inverse, justement parce qu'elle peut s'écouler, mais doucement, ça peut servir de lubrifiant dans les têtes de forage. Et puis, ça peut aider à ce que les peintures ou les vernis soient plus, un petit peu plus liquides, un peu plus, ils s'étalent mieux, et donc ça leur donne une meilleure rhéologie si on les mélange avec un peu d'argile. Donc l'argile peut former des barrières, on a vu les fonds des lacs. On dit que sans elle, il n'y aurait pas de réservoir pétrolier. Alors pourquoi ça ? Il faut revenir au phénomène de fabrication du pétrole et du gaz, donc avec le piégeage de la matière organique dans les couches profondes, sous l'action de l'enfouissement, donc à nouveau de la pression, de la température. La matière organique se décompose, est capable de migrer à travers des roches poreuses et de remonter vers la surface. Si rien l'arrête, c'est perdu. Elle va s'oxyder
au contact de l'eau, de l'air, et ce sera perdu. Si au contraire elle rencontre une barrière ayant une forme un peu synclinale comme celle-là, alors il va se créer une poche, un réservoir de pétrole et de gaz. Et si ce n'est pas trop profond, ça pourra être exploité et on aura voilà, une exploitation pétrolière comme ça. Ça peut aussi être utilisé dans le stockage de déchets radioactifs. J'ai montré tout à l'heure l'image par avion du site expérimental de l'Andra à Bure, dans la Haute-Marne. On en a réentendu parler récemment à la télévision. Comment elle se fait ? C'est quand même intéressant à savoir. L'idée, donc, c'est d'essayer d'enfouir les déchets radioactifs dont jusqu'à présent on ne sait pas quoi faire, de les enfouir suffisamment profondément, mais en prenant un certain nombre de précautions. Donc l'idée, c'est de créer des galeries d'accès et des galeries latérales, de mettre les fûts qui contiennent, les conteneurs en acier qui contiennent les déchets radioactifs, mais de les entourer avec ici de l'argile, donc c'est de la bentonite qui a été choisie, et avec l'idée que au fil des dizaines, centaines d'années pendant lesquelles ce sera enfoui, à un moment donné, les containers en acier vont s'oxyder et vont se corroder, et il y aura des radionucléides qui vont nécessairement partir. Et l'idée, c'est d'utiliser l'argile, donc le matériau poubelle capable de récupérer beaucoup de choses, de l'utiliser pour enfermer ces containers et créer une première barrière qui évitera que les radionucléides aillent se disperser dans la nature. Et d'autre part, une deuxième barrière, c'est la constitution du milieu géologique environnant, qui est lui aussi constitué d'argile et qui donc permettra, si jamais la première barrière n'est pas suffisante, qu'il y en ait une deuxième qui fasse obstacle à la propagation des déchets. Donc, chacun a son idée sur le bien fondé ou pas de ce site à Bure. Je voulais quand même vous expliquer comment ça fonctionnait et comment c'était lié aux propriétés des argiles. Et j'en arrive à la fin de mon voyage. J'espère qu'il vous a plu. Il vous a emmené dans le monde des oxydes, des nanoparticules. On a vu que les propriétés de ces nanoparticules sont vraiment déterminées par leur taille. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, je suis prête à répondre à vos questions. Mesdames, messieurs, à vous de jouer. Qui veut la parole? Qui veut poser une question, réagir? Ne précipitez pas tous en même temps. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Je peux alors, puisque vous voulez bien. Volontiers. Vous avez toujours votre micro. J'ai toujours mon micro. Oui. Oui, pistonné. Vous avez dit, alors c'est vraiment pas, c'est peut-être moi qui ai mal compris. Vous avez dit tout à l'heure qu'un pigment, il bougeait pas, il changeait pas. Vous avez même parlé d'un pigment rouge. Je me souviens de la phrase, quand un pigment est rouge, il restera rouge. Oui, sauf éclairé par une même longueur d'onde. Parce que si on éclaire du rouge avec du bleu. C'est ça. Donc, en fait, comme je disais, la couleur des pigments, elle dépend de la source lumineuse avec laquelle on la regarde. Voilà. Quand j'ai dit que la couleur ne changeait pas, c'est que je voulais dire que si vous vous mettez à des angles d'observation différents, ça restera de la même couleur. C'est ça, d'accord. Voilà, donc, je me suis peut-être pas été suffisamment précise. Je pinaille. Alors, des questions. Allez-y, je vous en prie. Oui, monsieur, bonsoir. Alors, vous inclinez le micro vers vous, il ne devrait pas changer de couleur, et puis vous appuyez sur le petit bouton rouge qui est devant vous. Voilà.
Oui, bonsoir, merci Bonsoir, pour votre monsieur. intervention. Vous avez dit à un moment donné que l'électronique va se baser uniquement sur des oxydes dans un futur très proche. Selon quelles propriétés des oxydes? Alors, bon, à nouveau, je n'ai pas voulu rentrer trop dans les propriétés électroniques des oxydes, parce que c'est ça qui va être utilisé dans les transistors et dans l'électronique tout oxyde. Il y a des oxydes qui sont isolants, comme actuellement la grille des transistors, c'est du SiO2, c'est une barrière isolante, mais il y a aussi des oxydes qui sont métalliques, et il y a des oxydes qui sont semi-conducteurs. Il y a même des oxydes qui sont supraconducteurs. Donc, selon l'oxyde qu'on choisit, moi je vous ai présenté des oxydes du milieu naturel. Déjà, ils n'étaient pas nécessairement très simples, en particulier quand on est arrivé dans les argiles. Mais il y a des oxydes plus compliqués qui sont utilisés comme actuellement en spintronique, dans les matériaux pour l'énergie. Et on sent qu'on va vers de plus en plus de dispositifs qui vont utiliser des oxydes. Alors ça peut être des oxydes comme l'oxyde de ruthénium, de l'oxyde de titane, voilà. En général des oxydes plus complexes que ceux que j'ai mentionnés. Petite curiosité de ma part, vous parlez d'oxyde supraconducteur. Oui. En température, enfin je veux dire en milieu, en température normale, en conditions extérieures normales ou à partir d'une certaine pression, certaine température? Bon, vous savez qu'il y a eu une chasse à la température critique des supraconducteurs à l'ambiante. Quand j'ai commencé ma vie scientifique, on en était à 18 degrés Kelvin, d'accord, c'est-à-dire moins 200, je ne sais même plus faire le calcul, moins 250 et quelques degrés. Et puis, il y a eu ce qu'on a appelé, entre guillemets, les nouveaux supraconducteurs. Et les nouveaux supraconducteurs, c'était en 1987, ça a valu le prix Nobel à leur découvreur, qui était à base d'oxyde de cuivre. Donc c'est juste pour illustrer. Alors ceci, on n'est pas encore arrivé à la température ambiante. Et puis les gens ont travaillé, ont découvert des familles. Il y a eu les premiers découverts, puis d'autres familles voisines, etc. Honnêtement, je n'ai pas complètement suivi. On n'est pas à température ambiante, de toute façon. Par contre, on est au-dessus de l'azote. Au-dessus de la température de l'azote liquide. Oui, ce qui est quand même un gros progrès, parce qu'avant, c'était l'hélium. Je crois qu'il y a une question là-bas. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. On n'entend pas. Je vais parler comme ça. Oui, d'accord. Oui, très bien. Donc, vous avez parlé des vraies argiles. Donc, ça voudrait dire qu'il y ait des fausses argiles. Oui, tout à fait. Et deuxième partie de ma question, les agronomes classent les particules en fonction de leur taille. L'argile, la plus petite, après les limons et les sables. Et donc, entre les limons et les argiles, est-ce qu'il y a une grande différence si ce n'est la taille de la particule? Alors, je crois que vous avez complètement raison dans ce que vous dites. Initialement, la définition des argiles, c'était toute composition confondue, c'était les tailles inférieures à 0,2 microns, je crois. Voilà. Au-dessus, c'est du limon, et puis après, au-dessus, il y a encore d'autres appellations. Moi, ce que j'appelle les vraies argiles, ce sont les minéraux argileux. Ceux dont je vous ai montré la structure, TO, TOT, TOT, etc. Des microparticules d'oxyde de fer, d'ocre, de taille inférieure à 0,2 microns, seraient classées par les agronomes comme argiles. Bon. En fait, on voit bien que leurs propriétés n'ont rien à voir avec ce que je viens de raconter. Et que c'est plutôt les propriétés que j'ai décrites viennent de la structure en feuillet et donc des vraies argiles. Bon,
c'est une... Ça vous satisfait, monsieur, votre réponse? D'accord. Vous voulez filtrer peut-être, non? C'est pas... Une autre question, une autre remarque, je vous en prie. Allez-y, c'est le moment. C'est le moment. Il y a une chose, vous parliez du bleu, très difficile, effectivement, il n'y a pas de bleu, hein, à ma connaissance, hein, en art pariétal, il n'y a pas de... Ou alors, je ne sais pas, en tout cas, je ne crois pas. Mais vous parliez du fait que le premier bleu a été obtenu, outre-mer, hein, oui, a été obtenu en écrasant du lapis lazuli. Et le bleu de cocagne, il existait avec la fleur de cocagne. Ah oui, mais alors c'est végétal, là, pour le coup. Pardon. C'est végétal. Oui, c'est végétal. C'est végétal, oui, oui. Donc, ce sont des pigments... moi, je suis restée sur les pigments inorganiques. Ah, d'accord. Oui. Oui, mais il y a beaucoup de pigments organiques. Mais il y a eu, enfin, je veux dire, le premier bleu outre-mer peut être utilisé par les peintres, enfin, etc. Mais il y a eu du bleu pour, par exemple, teindre les tissus, etc. Tout à fait, oui, oui, tout à fait. Qui a fait la fortune du pays de cocagne, d'ailleurs. Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, il y a quelqu'un. Allons-y. Ici, madame. Oui, là, monsieur Vaudry, là-bas. Tout en haut, près de la porte. Oui. Au moment de la cuisson des argiles, pour leur transformation en poterie, par exemple, ou en divers matériaux tels les céramiques, quel type de réaction physico-chimique se réalise? Il y a probablement une déshydratation, mais il doit y avoir beaucoup d'autres types de réactions qui conduisent à cette transformation radicale du matériau. Je pense que c'est essentiellement de la déshydratation, effectivement. Je ne crois pas que la structure intime des feuillets soit violemment modifiée, mais ça doit se compacter. À mon avis, c'est les espaces entre les feuillets qui doivent diminuer de volume et le matériau doit se compacter. Et intuitivement, c'est irréversible, donc on ne peut pas imaginer qu'il y ait réhydratation. Non. Donc il doit y avoir aussi d'autres transformations physiques. Non, mais c'est bien pour ça que je disais que quand on fait de la poterie, on ne peut pas utiliser les argiles qu'on nomme les smectites, qui ont beaucoup plus d'eau pas dans leur squelette, mais dans l'espace entre les feuillets, parce que pour le coup, là, il y aurait des retraits trop forts et ça ferait des fissures, ça se fendrait. Je ne sais pas répondre en détail à votre question. C'est dommage que ce ne soit pas rétroactif, parce que j'ai une potiche chez moi, je peux vous dire qu'une vieille soupière aurait bien fait faire un bain de pied. Oui, monsieur. Oui, je voudrais vous poser une question là, sur la qualité des argiles, parce que vous avez évoqué le sujet de Bure, qui est un sujet assez polémique, il y a une contestation sur le site. Est-ce que vous pensez que c'est une solution qui est vraiment valable à 100% ou c'est très aléatoire finalement? Là, vous me posez une question sur laquelle je n'ai pas vraiment envie de m'engager parce que, d'une part... Tout se passe bien jusqu'à présent. Non, notre temps de vie n'a rien à voir avec le temps de vie des radionucléides qu'on veut stocker. Donc, ce que va dire un chercheur aujourd'hui ou un industriel ou qui que ce soit, je pense, et on est aujourd'hui incapable de dire si les barrières qu'on veut créer ou qu'on a créées vont tenir aussi longtemps que le temps de vie des radionucléides. De toute façon, on ne sera plus là pour en juger. Et voilà. Donc, d'une part, il y a cet aspect-là des choses qui fait que le scientifique, il est très embarrassé pour dire quelque chose de sûr. Je pense qu'on n'a pas une réponse scientifiquement sûre sur ce sujet-là. Et d'autre part, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'autres solutions. Donc, on est pris entre deux feux. Pour l'instant. Mais
L'industrie nucléaire date maintenant de 40 et quelques années, 45 ans, 50 ans, disons. On n'a pas trouvé. On a toujours dit on va stocker, on trouvera sûrement une solution. Moi, pour le moment, on ne l'a pas trouvé. Ce qui m'inquiète le plus, et quitte à prendre un risque, c'est la mémoire humaine. Hein. C'est-à-dire que la barrière tienne ou qu'elle ne tienne pas très bien, ou voire même pas du tout. De toute façon, il faut qu'elle tienne très longtemps. Et il va falloir que les êtres humains se souviennent qu'il y a de la poubelle là-dessous. Hein. Oui, monsieur. Oui. Mettez le micro vers vous. On prête à l'argile des vertus thérapeutiques lorsqu'il y a des entorses, des problèmes d'arthrose. On a des gens qui essaient de se soigner avec de l'argile. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que du point de vue thérapeutique... L'argile verte, monsieur. L'argile verte. Oui, je sais. Pour l'atteindre. Bon, je pense que les hommes ne sont pas les premiers à avoir voulu utiliser l'argile pour se soigner. Il y a un exemple dans la nature bien connu qui est les éléphants qui se roulent dans la boue et qui essayent de se protéger leur peau par des bains de boue. Il faut croire que c'est efficace, sinon ils ne le feraient pas. Maintenant, comment ça fonctionne et est-ce que c'est la solution qui guérit pour l'arthrose ou les autres problèmes que vous avez mentionnés? Moi, je ne suis pas médecin, j'en sais rien. Ce que je peux dire, c'est que probablement ça doit soulager les douleurs parce que, à nouveau, la réaction avec le corps peut être une réaction de déshydratation de l'argile qui élève un peu la température, et on sait que ça peut faire du bien. Quand on a mal aux épaules, on a tendance à se mettre des laines, des petites laines ou autres. Je pense que ça peut aider. Personnellement, je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas. Couche de boue sur les épaules pour sortir, ça ne va pas toujours être très pratique. Mais pas bon. Très décoratif. Voilà. Oui, qui veut poser encore une question? Ah, j'en ai une, moi. Oui, oui, madame, allez-y alors, en appuyant. Bonjour madame. Bonsoir madame. Je voulais simplement vous demander, madame, le lapis lazuli, qui pour moi est une pierre que j'affectionne particulièrement et qui est assez intéressante. Vous la classez dans les pigments, mais est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on peut mettre dans les argiles? Ah non. Non, c'est un pigment. Non. Ça ne peut pas être mis dans les argiles au sens où ça n'a pas du tout une structure en feuillet. Ah oui, pas du tout. C'est une structure compacte. C'est un pigment. C'est un pigment par ses qualités, par le fait qu'elle absorbe la lumière et qu'elle a une couleur bleue. Mais c'est quand même un oxyde de silice et d'aluminium. Très compliqué, oui. Je vais essayer de revenir en arrière. Je ne le sais même pas par cœur, hein, parce que c'est une formule chimique qui est compliquée. Et vous ne connaissez pas par cœur vos formules chimiques? Oh non, non. J'en suis pas honteuse du tout, même. C'est-à-dire que ça devient un pigment une fois qu'on l'écrase. Ben oui, bien sûr. C'est pour ça. Bien sûr. Sinon, c'est une pierre. Mais au départ, c'est une pierre, oui, au départ. Au départ, c'est une pierre. Oui, oui, oui. Ça a une nature cristalline ou pas? Oui, bien sûr. Vous me faites remonter tout au début. Non, mais... Si, ça y est, on y est. Ah oui, un alumino-silicate. Oui. Oui, mais il n'est pas en feuillet, celui-là. Oui. Vous voyez, je ne crois pas. Hein? Oui, mais c'est un alumino-silicate. Il contient de l'aluminium, du silicium et de l'oxygène. Oui. Mais il y a des moyens de faire des minéraux compacts avec ces trois éléments-là. Et on ne sait pas quelle est sa Il n'a pas de système de cristallisation ni rien? Oh, si, bien sûr. Si bien sûr. Oui. Vous voulez en fabriquer, madame. Moi, je vous soupçonne. Non, je veux avoir des précisions. Non, mais je pense que si... Moi, je ne sais pas par cœur. Je veux dire, j'ai aussi, à vrai dire, sciemment,
éviter de mettre trop de formules chimiques dans mon exposé, ce qui fait que là, vous me prenez à froid. Et si vous saviez, essayez de taper sur Internet oxyde, structure des oxydes, et vous allez en trouver des pages pages, et plein de systèmes cristallins, plein de... Contrairement aux semi-conducteurs, quand on parle des semi-conducteurs, le silicium, le germanium, l'arsenure de gallium, etc., ils ont à peu près tous la même structure. Les oxydes, c'est un monde de structures, c'est aussi ce qui fait leur charme, leur diversité, leurs propriétés très différentes et tout. Donc, et il suffit qu'il y ait un poids relatif plus grand d'oxygène ou plus petit d'oxygène, et ça change complètement la structure et les propriétés. Alors, merci. Merci, madame. Oui, je sais que vous n'êtes pas planétologue. Vous me voyez venir, là, je suis sûr. Bon. Mais moi, je me demande comment, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une planète comme Mars, où il y a très peu d'oxygène, je crois que l'atmosphère martienne résiduelle aujourd'hui contient même pas 1% d'oxygène, où il y a très peu d'oxygène, puisse être tout le temps appelée oxydée, et qu'effectivement, toutes les images qui nous viennent de là-bas et les analyses des sondes, etc., nous montrent un matériau dont c'est pas de l'aragonie. Non, c'est pas de l'aragonie. Non, ce serait parce que ce serait un argile. Non, mais il y a des roches, Et alors, qu'est-ce qui peut oxyder sans oxygène? Mais il y en a eu. Oui, il y en a eu, mais il y en a eu. Et il y a même eu de l'eau très probablement. Oui, d'accord. Je pense que actuellement, disons, les questionnements qu'on se pose, c'est est-ce que justement certaines traces qu'on voit à la surface de Mars représentent des traces de rivières ou d'eau liquide. Est-ce qu'il y a des argiles ou pas? Voilà. Je crois que oui, puisqu'on est allé vers un site où ils ont trouvé des argiles, donc du sédiment, donc probablement de l'eau. Il y a eu mais c'est l'oxygène. Il y a eu de l'oxygène et de l'eau. Donc il y a eu des végétaux et des petites bêtes. Autrement, comment fabriquer de l'oxygène? Enfin, je sais pas. Je ne suis pas chimiste. Oui, qui veut encore poser une question, s'il vous plaît, je vous en prie. Alors moi, par hasard, j'ai entendu, je ne sais plus quand, je crois que c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, une émission à la radio, parce que ma formation, elle n'est pas universitaire trop sur ce plan-là, où j'entendais que le verre de Baccarat, je regarde si les gens écoutent la même chose, non, bon, que le verre de Baccarat avait une couleur rouge, le rouge Baccarat, parce que le matériau dans lequel la silice était mélangée, c'était de l'or. Oui. Ah bon? Non, mais la couleur rouge venant de nanoparticules d'or, c'est un phénomène très connu et qui existe depuis l'Antiquité. Vous trouvez sur Internet à nouveau la coupe de Lycurgue, qui en est un exemple. C'est de l'or aussi. Donc. Oui, c'est des nanoparticules d'or. Et en fait, ça vient d'un... c'est ce qu'on appelle l'effet plasmonique de ces nanoparticules qui vient de leur taille et qui fait qu'elles résonnent avec la lumière à une certaine longueur d'onde qui est dans le rouge. D'accord. Donc, il est bête, il ne savait pas ça. Monsieur, venez, on va se consoler. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a autre chose quand même. Je croyais que l'or était inoxydable. Oui, quasiment. Il est inoxydable. Quasiment, oui. Ça, c'est pas toutes mes croyances comme ça soit. Non, donc comment est-ce que on obtient de l'oxyde d'or? On n'en obtient pas. Ah Pourquoi? Qui est des nanoparticules d'or inclus dans le verre, ce qui est le cas de la coupe de Lycurgue ou du verre de Baccarat, mais elle reste ne dit pas que l'or est oxydé. D'accord, elle reste intègre. Ça reste métallique. Ça reste de l'or métallique. Et alors, pour finir de me faire ridiculiser ce soir, je voudrais vous demander s'il existe, à votre connaissance, qui sera certainement un seul métal qui soit inoxydable. L'inox?
Voilà. Non, Voilà. en fait, on triche avec cette histoire d'inoxydable. Oui, je crois. On triche. Parce qu'on va dire, par exemple, que l'aluminium est inoxydable, en réalité, ce qui est complètement faux. C'est-à-dire que il se crée une couche superficielle d'oxyde d'aluminium, d'alumine, mais qui est fine et pour des raisons un peu plus complexes, qui empêche que l'oxygène continue à pénétrer vers l'intérieur. Donc, l'aluminium métallique qui est en dessous reste métallique et cesse de s'oxyder, ne s'oxyde pas. Donc, en fait, l'oxydation protège le reste. Absolument. Et pour autant que je comprenne les choses, l'inox qui a du chrome, donc un mélange de fer, de chrome et de nickel, je crois, en fait, c'est le chrome qui migre un peu vers la surface. Il y a une petite couche d'oxyde de chrome qui protège le reste. Moi, je le comprends comme ça. Alain, c'est correct? Oui. Oui, parce qu'on dit donc, souvent... Donc, ce n'est pas inoxydable réellement, mais ça empêche l'oxydation de la partie volumique du métal en sacrifiant en quelque sorte une couche superficielle qui va protéger le reste. D'accord. Ça veut dire que dans plusieurs milliers d'années, quand on fera des fouilles, ce qu'on retrouvera, ça sera surtout des petites cuillères et des fourchettes, alors, de notre civilisation, parce que le reste, ça va rouiller. Hein. Oui, qui veut poser une question? Je vous en prie. Allez-y. Non? Oui? Ah! Monsieur? Allez-y, monsieur. Ah oui, non, il faut... Ah, oh là là, il faut passer dans le micro. Oh là là. Voilà. Bonsoir, merci pour votre exposé. Il y a des théories qui disent que l'apparition de la vie se serait passée dans l'argile. Oui, j'ai lu ça aussi. Est-ce que c'est parvenu jusqu'à vous? Oui. Bon, vous savez, les théories sur l'apparition de la vie, justement, il y a des théories, il n'y en a pas qu'une. Donc, je pense que l'idée de l'argile, c'est simplement de penser que cet espace entre les feuillets est un espace en quelque sorte protégé des radiations, etc., et dans lequel peut-être des molécules peuvent se rencontrer et commencer à former des molécules plus complexes, etc. Quant à dire que ça va aller jusqu'au vivant, voilà. Venons-nous des millefeuilles d'argile. Mais cela dit, l'argile, dans beaucoup de mythologies, est quand même utilisée pour les origines des choses. Je pense au golem, je ne crois pas dire de bêtises, à toute cette mythologie. Dieu créa l'homme à partir d'argile. Et la femme à partir d'une des côtes. Oui. Vous savez que pour que j'ose dire ça à notre époque, il faut vraiment que je sois vieux et que j'ai plus grand âge. Oui, allez-y, je vous en prie. Pas de questions? Plus de questions? Dites-moi, vous avez parlé tout à l'heure de des ailes de papillons, en particulier des morphos, je pense, qui sont des papillons d'Amérique du Sud, je crois. Oui, Amazonie, je crois, enfin, comme ça. Nos papillons aussi ont des reflets. Je dis les nôtres, pas les papillons normands. Les papillons normands, on ne les voit pas beaucoup, ils ont un parapluie. Mais tous les papillons ne sont pas iridescents. Tous les papillons, oui. N'y sont pas. Moi, j'ai vu des papillons blancs dans mon jardin. Ils sont blancs. De quelque côté qu'on les regarde, ils sont blancs. Oui. Ouais. Mais moi, j'ai vu des papillons avoir des nuances dans mon jardin. Mais on n'a pas le même, c'est sûr. On n'a pas le même jardin. Moi, je ne suis qu'une pauvre Parisienne, excusez-moi. Mais enfin, il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, Mais ça dépend de la structure des ailes. Oui, mais le papillon, il doit avoir... Mais il y a de multiples familles de papillons. Donc pourquoi aurait-il... structure d'ailes. Bien sûr, oui. Moi, je fais comme ça, toi, tu fais comment et tout. Oui, comme les insectes, il y a des multiples familles d'insectes, comme... voilà. Qui a des papillons iridescents dans son jardin? Je ne voudrais bien pas être le seul. Ah non, moi
par contre, il y a des insectes iridescents dans mon jardin. Par contre, ah oui, les carapaces. Oui, sur les carapaces. Les propriétés, est-ce que alors moi je vais aller vers un sujet qui est beaucoup moins drôle, encore que ce ne soit pas là le stockage de déchets radioactifs, mais est-ce que vos connaissances, vos recherches sont utilisées par le génie militaire pour la discrétion des tenues de combat, des surfaces d'avions furtifs, etc., etc. Parce que en fait, quand même, la maîtrise de l'apparence d'un objet, quel qu'il soit, en fonction de la façon dont on le regarde, c'est-à-dire de la façon dont il traite les longueurs d'onde qu'il éclaire, ça peut quand même être assez intéressant pour ces activités-là. Moi, je ne travaille pas avec l'armée. Non, moi non plus. Hein, mais... Par contre, je sais qu'à un certain moment, l'armée s'intéressait à l'oxyde de vanadium, VO2, qui a une transition de phase à une température qui est proche de l'ambiante, mais pas un peu trop haute, bon, et qui est une transition métal-isolant. Et ça pouvait les intéresser pour des problèmes de furtivité. Bon, on en est resté là, je suis jamais allée. Ils cherchaient à savoir comment modifier la composition chimique au-delà du VO2, donc en substituant avec le vanadium avec quelque chose, pour déplacer très légèrement la transition de phase pour la mettre à température ambiante. Donc, c'est un exemple peut-être parmi d'autres, mais en tout cas... c'est pas impossible, quoi. C'est pas impossible, oui. Oui, oui. Oui, je vous en prie. Non, plus de questions. Où on en est, nous alors, c'est Cocorico, l'Europe, on va dire l'Europe. L'Europe dans la recherche autour des applications possibles de ces nanotechnologies au niveau des oxydes, elle en est où? C'est quelque chose qui occupe pas mal d'instituts, pas mal de chercheurs, pas mal d'universités. Vous faites pas. Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est tendance? C'est une question vaste. Non, elle est pas idiote du tout. Mais elle est vaste. Je dirais que dans ma communauté scientifique, par exemple pour les matériaux, de l'énergie, pour l'électronique, pour les études fondamentales, ah oui, parce que je fais de la recherche fondamentale, pour la recherche fondamentale sur la recherche de matériaux qui pourraient avoir des applications intéressantes. Je pense qu'on est à peu près aussi bien placé que d'autres. Bon, voilà, il me semble. Maintenant, pour le transfert de technologie, ça, j'en sais rien. J'en sais rien. La quasi-totalité des chercheurs qui nous font le plaisir et l'honneur de venir ici parlent quand même d'une relativement bonne coordination, même planétaire quelquefois, même si, enfin bon, en recherche fondamentale. En recherche fondamentale. Absolument. Et absolument. Donc là, les oxydes ne font pas exception à la règle. Non, tout à fait, tout à fait. Vous êtes en contact avec des collègues. Bien sûr, oui. Anglais. Oui, anglais, américain, italien, espagnol, chinois. Oui. Bon, il n'y a pas de frontières. Et les parutions sont toujours en anglais, bien sûr, dans ce domaine. Bien sûr. Oui. Bon. Bah, écoutez, si vous boudez, moi aussi. On va se revoir, je crois. Enfin, c'est pas je crois, j'en suis sûr, parce que c'est on va se revoir autour de la robotique le 19 avril. Attention, c'est 19 avril, c'est pas comme d'habitude toute fin du mois. Et puis alors surtout, ce que je voudrais, c'est vous n'avez pas de livre à votre, vous n'avez pas écrit de livre? Si. Mais pourquoi vous l'avez pas amené? Bon, comment s'appelle-t-il? Où est-il édité? On veut tout savoir. J'ai écrit un livre en 1980 qui est paru en 1995.
Ça remonte quand même, c'est aussi pour ça. Oui, mais enfin, il n'est peut-être pas obsolète. Qui s'appelle Physique et chimie des surfaces d'oxyde, qui parlait essentiellement de surface d'oxyde, des effets en surface. Il n'y a pas du tout d'argile, voilà, c'était vraiment les oxydes. Il a été traduit en anglais l'année d'après, donc il est publié à Cambridge University Press, et je suis en train d'en écrire un autre actuellement. Mais lui... Les argiles, lui. Il y aura des argiles dedans. D'accord. Et des films ultra-minces d'oxyde, qui est un domaine un peu en pointe en recherche sur les oxydes actuellement. La parution, enfin, le livre que vous avez écrit, il est paru chez qui? Oxford University Press en anglais et Aléa Saclay en français. Et celui que vous écrivez, dites-le nous. Il sera à Oxford University Press. En anglais, alors? En anglais, parce que je l'écris avec un collègue autrichien. Tout s'explique, hein. Robotique, la fabrique du mouvement, avec Jean-Paul Laumon, ce sera le jeudi 19 avril. Et merci infiniment à Claudine Noguera pour ces jours.